Un matin d'hiver, dans le sud de Paris. C'est l'heure du petit déjeuner. Nous ne sommes pas dans une MJC, mais dans un accueil de jour pour les jeunes SDF. Ils viennent de France ou d'ailleurs. Ils ont entre 16 et 25 ans. Les 3/4 sont en rupture familiale, d'autres sont sans papier. Ah, on est toujours la forme, hein. On est toujours là, cousin. Ça va bien. Alors ce que tu vas faire, déjà inscrit, mets-moi ton nom là. En France, les jeunes sans-abri sont de plus en plus nombreux, 10% de plus qu'il y a 5 ans. Ça fait longtemps que tu es dehors? Ici, chaque jour, une quarantaine de jeunes viennent demander de l'aide. J'étais dans la péniche du cœur. D'accord. Alors attends, je vais voir Ingrid. Raymond Debord est le responsable de cette structure, gérée par une association. Tu pourras le voir. Ici, avec 3 travailleurs sociaux, ils tentent de trouver une solution d'accueil pour les jeunes exclus. La plupart des jeunes qui sont ici ce matin viennent de passer la nuit dehors. Oui, il y a mal ce soir. Du lait, ça c'est du chocolat. T'as le lait là. La première urgence, c'est de leur offrir de quoi se réchauffer. Là, en l'occurrence, la température est en dessous de zéro, donc ça leur permet d'être au chaud. Ça leur permet d'avoir des repas. Donc là, en ce moment, on sert donc un petit déjeuner. Ensuite, on servira un repas à midi. Ça leur permet de se prendre une douche. Ça leur permet de laver leur linge. Et ça leur permet aussi d'accéder une fois par semaine à des soins, à une consultation médicale gratuite avec un médecin généraliste. Donc ça, c'est les prestations de base. Les structures réservées aux moins de 25 ans sont rares. À Paris, il n'existe que 4 centres de ce type. Pourtant, ils sont nécessaires. La plupart des jeunes sans-abri ne supportent pas d'être mêlés à des adultes qui ont des années de rue derrière eux. Eux considèrent que c'est extrêmement, ils le disent eux-mêmes, hein, que c'est extrêmement stigmatisant de se retrouver au milieu de gens que eux appellent d'ailleurs des clochards. Ils veulent pas leur ressembler. Ils veulent pas leur ressembler, ils veulent pas être comme eux. La plupart d'entre eux d'ailleurs sont, par exemple, très fiers d'être habillés convenablement, même s'ils dorment à la rue, d'avoir des vêtements corrects, etc., quoi. Donc ils cherchent le plus possible à passer inaperçus et à être des jeunes comme les autres. Carlos a 25 ans. Il vient ici chaque matin, il est colombien. Il n'est en France que depuis 3 semaines. Dans son pays, ce jeune militant des droits de l'homme est menacé de mort. Il a dû fuir et il a choisi la France pour demander l'asile politique. Ici, il fait -3. Dans ma ville, il doit faire 17 ou 20 degrés. Ça pourrait être encore pire. Je pourrais avoir atterri en Sibérie ou au Groenland. Pourquoi est-ce que tu as choisi la France pour demander l'asile politique ? Quand j'ai décidé de quitter la Colombie à cause des menaces, j'avais lu dans des livres et dans des journaux que la France avait des bonnes structures d'aide aux réfugiés, qu'il y avait des institutions, des associations qui pouvaient vous aider à recommencer une nouvelle vie. Mais pour le moment, Carlos n'a ni papier ni argent. Il ne connaît personne à Paris et ne parle pas un mot de français. Son seul repère, c'est ce centre où il a été orienté par le SAMU social. Depuis 3 semaines, il dort dehors. Alors comme tous les jeunes ici, sa principale préoccupation, c'est de trouver une place d'hébergement stable pour passer l'hiver. Hi. How are you? Bonjour, comment ça va? Je viens vous voir parce que je n'ai toujours pas d'endroit où dormir. Vous pensez pouvoir m'aider à trouver une place? Ok, je vais appeler le SIAO. Le SIAO. Bonjour, vous êtes bien au SIAO Urgence de Paris. Merci de patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Le SIAO, c'est un nouveau dispositif qui centralise toutes les places d'hébergement sur le département et qui les attribue au cas par cas. Allô? Oui, bonjour, Raymond Debord de la Halte Jeune 1625 de l'association Aurore à l'appareil. Jean-Carlos Alvarez, il est né le 01-08-86. Là, il se retrouve complètement à la rue, là.
Oui. C'est déjà la deuxième fois que Raymond tente d'obtenir une place pour Carlos. Le jeune homme est tendu. Oui. D'accord. Ok, mais je vous rappelle là. Merci beaucoup. Au revoir. Elle dit qu'il n'y a pas de place en ce moment. C'est dur par ces températures, là, parce qu'il fait de plus en plus froid. Et être dehors, c'est vraiment dur. On finit toujours par trouver des places aux jeunes au bout de quelques jours. Mais néanmoins, on n'est pas capable de répondre immédiatement. Bon, Carlos, Merci. bonne chance. Je suis désolé. On essaiera plus tard. Selon les associations, il manquerait 70 000 places d'hébergement d'urgence en France et 10 000 rien qu'à Paris. Il est 13h30, le centre ferme et il ne rouvrira que le lendemain matin. Comme tous les autres jeunes, Carlos doit retourner dans la rue. Depuis 3 semaines, il est condamné à cette vie d'errance. Du jour au lendemain, la vie de ce jeune étudiant brillant issu de la classe moyenne colombienne a basculé. Aujourd'hui, il passe la majeure partie de ses journées dans le métro, sans destination précise. Il n'y a rien d'autre à faire. Je ne peux ni étudier, ni travailler, parce que je n'ai aucun droit ici. Et c'est la même routine tous les jours. Les journées sont interminables. Alors, pour briser sa terrible routine, Carlos passe ses après-midi dans une grande bibliothèque. J'ai besoin d'une méthode pour apprendre le français. C'est la première fois que vous venez? Non, je suis déjà venu. Vous savez comment ça fonctionne? Oui, merci. Grâce à des CD-ROM, Carlos essaye d'apprendre le français, mais surtout ici, il est au chaud, il peut s'asseoir et l'endroit est calme. Ici, au moins, j'oublie tous mes problèmes. J'oublie tout ce que je suis en train de vivre à Paris. C'est un peu ma maison, cette bibliothèque. Ici, je me sens vraiment bien. Mais quand arrive l'heure de la fermeture de la bibliothèque, le jeune étudiant redevient un sans domicile fixe. Il est 22 heures, Carlos n'a nulle part où aller. Quand je sors d'ici, c'est là que commencent vraiment mes problèmes. Je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je regarde tous ces gens dehors. Eux, ils savent où aller. Ils ont tous un endroit pour dormir. Mais moi, je suis là et je me dis, où est-ce que je vais dormir? Carlos va d'abord errer dans les rues de Paris, mais ce soir, la nuit s'annonce très froide. Il décide d'appeler le 115, le numéro d'urgence du SAMU social, pour tenter de trouver un abri pour la nuit. Comme souvent, le numéro est pris d'assaut et ce soir, il n'arrivera même pas à avoir quelqu'un en ligne. Tu les as souvent appelés depuis que tu es à Paris? Ah ouais, souvent. Si j'appelle très tôt, vers 6 h du matin, on me répond vite. Mais en général, ils t'envoient dans les pires endroits. Les endroits dont parle Carlos, ce sont des centres d'hébergement d'urgence. L'étudiant colombien y a déjà passé quelques nuits et il en garde un terrible souvenir. Nous nous sommes rendus dans un de ces centres d'urgence dans le nord de Paris. Nous avons voulu comprendre pourquoi de nombreux sans-abri refusent d'y passer la nuit. Nous avons tourné en caméra cachée car les SDF qui sont accueillis ici peuvent parfois mal réagir s'ils se savent filmer. Il y avait une odeur horrible. Les gens étaient complètement ivres. Ils urinaient dans les couloirs et vomissaient partout. Certains se battaient, il y en a qui ronflaient, d'autres qui voulaient pas dormir. Et les sanitaires, même en faisant un effort, c'est impossible. Des centres d'urgence comme celui-là, il y en a 16 à Paris, 1000 places au total. Généralement, les SDF sont transportés sur place par des bus de la RATP affrétés spécialement. À leur arrivée, on leur fournit un repas chaud.
Dans ce dortoir de 400 lits, les hommes dorment souvent habillés par peur d'attraper la gale. Ils gardent leurs chaussures pour ne pas se les faire voler. Il y a des jours où ça va, tu te sens en forme et tu peux rester dormir dehors. Mais il y en a d'autres où tu es vraiment trop fatigué. Alors tu te dis tant pis et tu te rabats sur les hébergements d'urgence. Et là, pour essayer d'oublier où je suis, j'écoute de la musique et j'imagine que je suis ailleurs. Les jeunes SDF trouvent souvent les centres d'urgence sales et dangereux. Comme Carlos, ils préfèrent chercher d'autres solutions. Ce soir, en dernier recours, c'est dans un hôpital que l'étudiant va essayer de passer la nuit, à condition de ne pas se faire mettre à la porte. Il connaît les lieux. Il y a déjà passé plusieurs nuits sur les conseils d'un autre jeune SDF. Carlos s'installe dans la salle d'attente de la maternité, car ici, la nuit, les consultations s'arrêtent. Il y a très peu de passages. Carlos peut enfin se reposer, un peu au chaud. Est-ce qu'on peut s'habituer à une vie comme ça? Je ne sais pas à quel point, car c'est très dur. C'est très dur de dormir sur une chaise tout le temps. Ça te fait mal au dos. C'est pas humain de dormir comme ça tous les jours. Et encore, si on peut dire dormir, parce que je ne dors pas en fait. Je bouquine, j'attends le lever du soleil. Mais je ne vois pas comment on peut s'habituer à une vie comme ça. En tout cas, c'est pas une vie décente. À ce moment-là, une infirmière entre dans la salle d'attente pour s'occuper d'un couple. Bien que Carlos se fasse très discret, un homme seul dans le service de la maternité, cela se remarque. L'infirmière s'adresse à nous. Vous consultez? Non, on va pas consulter, on était venus se réchauffer, c'est tout. D'accord, ben, pas longtemps parce que on est une consultation, d'accord? Ouais, merci. Carlos vient de gagner un petit moment de répit. Épuisé, il finit par s'endormir en sachant qu'à tout moment la sécurité pourra le mettre dehors. Mais combien de temps Carlos pourra-t-il supporter cette vie d'errance? Sans revenus ni papiers, sans amis, sa situation paraît sans issue. D'autant plus qu'aujourd'hui, même ceux qui ont un travail régulier et des papiers en règle ont parfois des difficultés à obtenir un logement stable.